du pied droit ouvre les portes du paradis. C'est hallucinant, quelle folie. Elle en tombe à terre et nous on n'est pas loin d'en tomber à terre aussi, Mathieu. C'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense, Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres, elle savoure. Moment historique. Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France 36 ans après Jeannie Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme, j'espère que ça s'entend aussi dans ma voix. Bien le bonsoir, ça y est, c'est parti, il était temps, enfin le Campus Sport Club fait sa rentrée ce mardi 16 septembre sur Radio Campus Lille. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous écoutent, celles qui nous réécoutent, peut-être qui nous ont suivis depuis toutes ces années, saison 5 qui ouvre le bal ce soir. Très heureux, je suis Adrien Fedeli, place à 1h à parler sport ensemble jusque minuit. J'ai un petit peu d'émotion là, ça fait toujours ce petit effet avec ce nouveau générique, avec ceux qui... J'en remets un peu. J'aime bien. Voilà, je vais essayer de pas faire trop traîner non plus. J'espère que vous allez bien. On va passer ensemble 1 heure à revenir sur toute l'actualité sportive, comme toujours avec une équipe, la Dream Team, les patrons, les anciens, les tauliers. On fait appel aux titulaires indiscutables de l'an passé ce soir. J'essaie de vous mousser comme je peux, hein, vous avez vu. J'allume vos petits micros un par un avec Alexis qui est avec nous ce soir. Salut Adrien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis vraiment très heureux d'être ici ce soir avec vous pour cette 5e saison du Campus Sport Club. Avec à ta gauche Baptiste, le Lensois qui est... Waouh. Là, vu comment c'est annoncé, maintenant pour moi réagir, ça va être compliqué. Et tu vas bien? Oui, bien sûr, je vais bien. Bien sûr, première émission, on est très heureux avec une belle équipe d'anciens, j'ai envie de dire, donc ça fait bizarre, mais... Ça fait bizarre, mais voilà. C'est bizarre de tous se retrouver en tout cas. J'ai toujours plus de cheveux blancs que vous. Pas de souci là-dessus. À ta gauche, Loïc aussi, qui nous fait plaisir. Qui a perdu des cheveux, Loïc. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai tout rasé. Non, mais très content d'être ici. Saison 5, saison 2 pour ma part. Toujours prêt à faire autant de petites folies, en compagnie de Marin, Baptiste, Alexis. Donc, prêt à se marrer, à parler foot, sport, tout ce que, donc parfait. Et tu viens glisser le nom du dernier, celui qui compose enfin ce five, hein. On va faire un five. Je serai gardien, perso. Marin, qui est avec nous ce soir. Très heureux d'avoir renouvelé le contrat et de prolonger pour une saison au CSC. On ne parlera pas salaire, s'il vous plaît. on reste dans le plus grand des secrets. Concernant la Moula, effectivement, merci en tout cas à vous quatre d'être présents pour cette rentrée. On démarre évidemment, je vous fais même un petit sommaire pour celles et ceux qui peut-être découvrent le Campus Sport Club, pour les futurs chroniqueurs aussi qui vont peut-être s'intéresser au projet. Ce soir, on va aborder évidemment les résultats du week-end et de cette soirée footballistique. S'en suivront les news, l'actualité avec un air de retraite dans l'air, si je puis dire, Baptiste. Petit moment détente aussi. Il y aura un gros débat central au milieu de l'émission. On reviendra sur la C1. Qu'on abordera dans un très court instant aussi. Il y aura un petit moment détente proposé par Loïc. Détente mais compétition. Mais compétitif, mais avec le sourire, le smile. Si quelqu'un arrive à finir en sang à la fin de la première, franchement, c'est comme si c'était arrivé souvent, pas du tout. Non. Mais juste muté parfois de temps en temps. D'accord. Okay. Ça marche. Ça c'est déjà arrivé. Ça. Et on finira avec évidemment l'agenda sportif et tout ce qu'il ne faudra pas rater des jours à venir, présenté par Marin. Je me tourne tout de suite vers Alexis. Ouais. C'est ton heure. C'est toi qui ouvre le bal. C'est parti, hein. Avec évidemment les résultats du CSC. Foot, tennis, basket. On vous récapitule tous les résultats sportifs de la semaine dans le Campus Sport Club.
Et tout ça, c'est du one shot, hein. Mesdames et messieurs, ce soir, ça a été fait en express, comme on dit dans le jargon. Foot. Donc on essaye de le fuir et il nous revient dessus. Toujours. Mais on a aussi été malin au Campus Sport Club. On a choisi ce mardi pour faire une rentrée spéciale Ligue des Champions. Je te laisse nous faire un topo, même si mon petit cœur a déjà saigné ce soir. Mais dis-nous en plus sur les résultats, les premimets matchs de cette campagne 2025-2026. Il y avait 6 matchs ce soir en Ligue des Champions et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'on s'est régalé. On va revenir sur le premier match du premier club français en lice aujourd'hui, l'Olympique de Marseille, qui a été défait 2-1 face au Real Madrid. Après un premier quart d'heure à l'avantage du Real, c'est bien les Marseillais qui ouvrent le score par l'intermédiaire de Timothy Weah à la 22e minute. Mais l'avantage aura été de courte durée pour les Marseillais après l'égalisation de Kylian Mbappé sur penalty à la 29e minute. Au retour des vestiaires, le match reste très ouvert, mais à la 70e minute, Dani Carvajal est logiquement exclu pour un coup de boule sur le gardien marseillais, Jérôme Rouli. Mais c'est bien le Real qui continue à pousser à 10 contre 11 et qui provoque un nouveau penalty bien généreux. Il est de nouveau transformé par Kylian Mbappé et malgré de nombreuses tentatives marseillaises dans les dernières minutes, le Real ne plie pas et s'impose 2-1. À 21h, Tottenham s'est imposé 1-0 à domicile face à Villarreal. Le Benfica a effectué une contre-performance face au FC Karabakh et s'est donc incliné 3-2. La Juventus, dans un match exceptionnel, est allé chercher le point du nul face au Borussia Dortmund 4-4. Et dans les deux rencontres de 18h45, Arsenal a gagné 2-0 sur le terrain de l'Athletic Bilbao et l'Union Saint-Gilloise qui jouait et s'est imposée sur le terrain du PSV Eindhoven 3-1. Une excellente déjà première soirée, on a été gâtés. Ouais. J'ai commencé à suivre Athletic Bilbao Arsenal, c'était très mou, c'était un peu plus compliqué. Ce soir, les matchs de 21h, régalade. On va par rapport à 18h, par rapport à Arsenal, parce que j'ai regardé aussi la totalité du match. Ça avait rien à voir, je pense, surtout au match entre Marseille et le Real, où il y avait beaucoup plus d'intensité et des deux côtés. Quand je pense par exemple au match Arsenal contre l'Athletic Bilbao, Arsenal, j'ai eu un peu du mal à les voir jouer convenablement, on va dire, en première mi-temps. C'était très compliqué avec Bilbao qui a très bien joué, et à l'inverse par exemple Marseille et le Real ont livré une très belle prestation. Alexis parlait à l'instant d'une main discutable sur le deuxième penalty obtenu pour le Real. L'avis de Loïc et Marin, rapide là-dessus. Vas-y, rapidement. Je trouve que si on aime un minimum le foot, on peut pas siffler main là-dessus. Il tacle et elle lui revient sur la main après. Il essaye d'enlever sa main à peu près. C'est catastrophique, mais bon, c'est le Real, on est habitué. Ouais, je suis assez d'accord avec Loïc sur ce coup-là. C'est vrai que ça méritait au moins peut-être de la revoir à la VAR, parce qu'honnêtement, cette main, je trouve qu'elle n'est pas préjudiciable dans le cours du jeu, elle change rien à l'action. Surtout quand on voit celle de Militao en première mi-temps. D'accord, ok. Vous pensez que peut-être Marin estime qu'avec la VAR, elle aurait pu être déjugée si on avait mais des fois revoir l'action aussi, c'est pas toujours assez instinctif aussi pour le corps arbitral, j'avoue. Donc voilà, et puis cet enchaînement fou entre Dortmund et la Juventus, on tournait la tête sur le multiplex, un but, on dit d'accord, on tournait la tête, il y a encore eu un but, tournait la tête, il y a encore eu un but, il y a eu cet enchaînement. Et tout s'est fait en deuxième mi-temps. Et tout s'est fait à ce moment-là, c'était assez dingue. On reste dans le football, évidemment. Il n'y a pas que la Ligue des Champions. On aime aussi nos petits clubs français avec de la Ligue 1, Alexis. Ouais. Dimanche après-midi, le PSG recevait Lens au Parc des Princes et ce sont bien les Parisiens qui se sont imposés 2-0 grâce à un doublé de l'attaquant français Bradley Barcola à la 15e et à la 51e minute sur 2 passes décisives de Vitinha. Au classement, le PSG est en tête avec 12 points. Ils sont suivis par le LOSC avec 10 points et le LOSC qui a arraché la victoire dimanche après-midi face au TFC 2-1. Après avoir concédé l'ouverture du score, les Lillois ont égalisé à la 90e minute sur penalty par Nabil Bentaleb. Et c'est à la 18e minute qu'Ethan Mbappé a fait exulter l'ensemble des supporters grâce à une reprise de volée en pleine lucarne. Monaco suit Lille et au classement avec 9 points grâce à sa victoire 2-1 samedi sur le terrain d'Auxerre. L'OL retombe à la 4e place après sa défaite face à Rennes dimanche soir. Les Rennais ont souffert en première période, mais ont su trouver les ressources nécessaires pour gagner 3-1 avec un doublé du jeune attaquant de 17 ans, Kader Meïté. Et avec sa victoire vendredi 4-0 face à Lorient, Marseille se retrouve 7e avec 6 points, comme Lens, mais qui est 9e avec une moins bonne différence de but.
On reste dans le Nord, mais cette fois-ci en Ligue 2. Boulogne-sur-Mer s'est imposé ce soir 1-0 face à Bastia. Il s'agit de la première victoire du club en Ligue 2 cette saison et elle met fin à une série de 4 défaites d'affilée. La dernière en date, c'était face à Laval, vendredi, 2-1. L'autre équipe du Nord en Ligue 2, Dunkerque, s'est quant à elle inclinée à l'extérieur 1-0 samedi face à Grenoble. Au classement, les Dunkerquois sont 12e de Ligue 2 et les Boulonnais gagnent une place et sont donc 17e. Ça fait du bien pour l'USBCO qui respire enfin. On change complètement de sport, de discipline, mais on est en plein dedans. On part à Tokyo, au Japon. C'est les championnats du monde d'athlétisme, Alexis. Exactement, 4e journée de compétition pour nos Bleus. Et pas de médaille aujourd'hui, mais quelques belles performances des Français. Sur le 110 mètres haies, le tricolore Just Kaoumate finit 7e de l'épreuve. Le vainqueur est l'Américain Kordelnich qui s'est imposé en 12 secondes 99 centièmes. Sur le 1500 mètres dames, pour sa première participation dans une finale mondiale, la Française Sarah Madeleine finit 8e en 3 minutes 58 et 9 centièmes, à moins de 6 secondes de la championne du monde kenyane Faith Kipyegon. La Française se permet même de battre son record sur la distance. À noter aussi les qualifications en demi-finale du 800 mètres pour Gabriel Tual et Yanis Méziane qui auront lieu jeudi. Et que dire de la performance magistrale de Jimmy Gressier qui a remporté l'or dimanche sur le 10 000 mètres. Auteur d'une course parfaite d'un point de vue stratégique, le Boulonnais a produit son effort dans la dernière ligne droite pour venir s'imposer en 28 minutes 55 secondes et 76 centièmes. Jimmy Gressier devient le 9e champion du monde français en individuel et le premier sur une épreuve de fond. Et enfin, si je vous dis le chiffre 6 mètres 30, qu'est-ce que ça vous évoque? 6 mètres 30, c'est record de Duplantis ce week-end. Ouais. Exactement, c'est la 14e fois qu'il bat son propre record. C'est du jamais vu. 6m30, c'est la première fois qu'un homme va aussi haut. Mais côté français, on peut quand même noter la très belle 5e place de Thibaut Collet, qui a franchi les 5m90, et la 8e place de Renaud Lavilloni. C'est la 8e participation du Français de 38 ans au championnat du monde, une compétition qu'il n'a jamais remportée. Et qui ne risque de plus jamais remporter. C'était en tout cas un beau barreau d'honneur pour nos Français, pour Renaud Lavilloni. Surtout un petit mot encore, on traîne en Asie, on descend aux Philippines, il y a du volley et un mondial en cours aussi. Exactement. Après sa première victoire face à la Corée du Sud dimanche 3-7-0, l'équipe de France de volley s'est inclinée aujourd'hui 3-7-2 face à la Finlande. Les Français joueront leur qualification en 8e de finale jeudi face à l'Argentine. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. À ne pas manquer, comme une affiche qui aura lieu ce week-end. On parlera marin. Nous, on va revenir sur la qualification des Françaises. On est en rugby. Ça se passe en Angleterre. Dimanche, les Français se sont qualifiés pour les demi-finales après leur victoire 18-13 face aux Irlandaises. C'était un match de quart de finale de Coupe du Monde, pardon. Ce fut un match extrêmement compliqué pour les Bleus. Alors qu'elles étaient menées 13-0 à la mi-temps, les Françaises sont ressorties des vestiaires avec d'autres intentions, ont inscrit 2 essais, dont un transformé et 2 pénalités. En demi-finale, elles retrouveront les hôtes et les favorites anglaises qui sont ressorties vainqueurs de leur confrontation face à l'Écosse. Et donc là, une petite question pour vous, messieurs. Est-ce que vous voyez les Françaises s'imposer face aux Anglaises samedi? On parle des Anglaises, de notre bête noire, en tout cas dans le rugby féminin. Est-ce qu'il y a déjà de l'optimisme? Pas vraiment. Moi, j'ai essayé de peser autour de moi, j'en avais pas retrouvé. Est-ce qu'ici, il y en a? Peut-être. Ici, non, ça tire la gueule. Qu'on se le dise. Est-ce que déjà, du coup, la question qui me vient, si on est tous sûrs de non, est-ce qu'il y en a qui imaginent une déculottée? Non, pas plus. Oui, moi aussi. Moi, je suis objectif, donc si. Franchement, vu notre scepticisme, c'est tout à fait possible. Non, moi, je pense que c'est complètement possible. Si elles font un très bon début de match et nous non, le match peut être très très long. Après, qu'importe le résultat, du moment que tu gagnes ou tu perds, c'est l'important dans une Coupe du Monde. Mais avec la manière où, enfin, ça peut rester aussi dans les annales. Ça se trouve, on va livrer une performance historique et jouer nos chances vainement, mais ça va être compliqué. Après, en plus, les Anglaises, la Coupe du Monde, faut rappeler qu'elle est à domicile. Je pense que enfoncer les Françaises à domicile en demi-finale de Coupe du Monde, ça ressemble à un beau rêve pour elles. Parce que déjà battre les Anglaises, ça nous est pas arrivé depuis Mathusalem, mais les battre chez elles, alors là, je n'ai même pas regardé. Et puis, il faut se dire que les Anglaises, c'est une stat assez terrifiante quand même, mais elles ont pas perdu de match international depuis la finale de la dernière Coupe du Monde. Donc bon. On peut rêver, mais ça semble. Et on parle d'une nation qui joue des tournois comme le tournoi Destination aussi, donc qui a des matchs. Ils ont pas 5 matchs depuis tout ce temps. Ça va être compliqué, vous l'avez deviné en tout cas. Un léger détour par les parquets de basket aussi, évidemment. Ça s'est joué ce week-end et c'est la finale qui a eu lieu même, avec un sacre de nos voisins.
Ouais, dimanche soir à Riga en Lettonie, les Allemands de Denis Schröder ont remporté les championnats d'Europe 88-83 face à la Turquie. Les Allemands réalisent donc le doublé Coupe du Monde Euro. À noter que la Grèce a pris la 3e place de la compétition après sa victoire 92-89 face à la Finlande. Nos Bleus ont quant à eux été éliminés en 8e de finale par la Géorgie sur le score de 70-80. Petit tour Ouais. tennis. Si je puis me permettre. Tu peux te permettre. Si je puis me permettre, parce que Ouais. là, on a des Français aussi, mais en Ouais. fait, on a que des équipes de France qui ont joué tout le Ah, mais week-end. ouais. On parle de l'équipe de France de tennis, c'est Ouais. déjà rare de l'avoir. C'est déjà rare de l'avoir accédé au Final 8 de Coupe Davis, mais c'est une réalité. Ouais. Cette semaine, pas de tournoi ATP comme tu l'as dit, mais semaine de qualification pour le Final 8 de la Coupe Davis. Les Français se déplaçaient à Ovitchek en Croatie. Ils se sont imposés 3-1 face aux Croates grâce à 2 points ramenés par le nouvel arrivant en équipe de France, Corentin Moutet. Rendez-vous à la mi-novembre à Bologne pour les Bleus qui tenteront de remporter la Coupe Davis pour la première fois depuis 2017. Donc on va continuer avec le tennis et je voudrais mettre en honneur une Française qui a réalisé une superbe semaine. Il s'agit de Sarah Rakotomonga qui a gagné le WTA 250 de Sao Paulo sur dur extérieur. Au premier tour, alors qu'elle était menée 5-0 dans le 3e set par la Mexicaine Ana Sofia Sanchez, la Française s'est accrochée et a finalement remporté le match 6-4, 4-6, 7-6. Cette victoire a été décisive pour la gauchère qui n'a plus perdu un seul set sur le tournoi. En finale, elle a facilement dominé l'Indonésienne Yanis Tien, 130e mondiale, 6-3, 6-4. Au classement WTA, Sarah Rakotomonga marque donc 250 points et passe de la 214e place à la 131e place mondiale, son meilleur classement. Évidemment, son meilleur classement. C'est Ouais. comme la belle histoire, en tout cas, du week-end, Ouais, qui nous vient du Brésil, et elle a ça. déjà gagné, pour info, Ouais. petit détail, au Portugal. ouais, sur un ITF 125. Ouais, il est redescendu sur de l'ITF, Ouais. mais c'est beau pour l'avenir, en Ouais, tout cas. c'est- Même pas 20 ans, 19 ans. Ouais, c'est ça 19 ans exactement. En Bah. tout cas, ça s'annonce de bon augure pour le tennis féminin français qui était un petit peu en difficulté ces dernières années. J'allais dire, retenez son nom, hein, Sarah Ouais. Rakotomonga, mais retenez celui-là. Le nom complet est beaucoup Ouais. plus, Et beaucoup plus long. beaucoup plus tricky. Je vous invite à aller chercher l'identité totale, enfin complète, dira-t-on, sur sa fiche d'identité. Et on finira Ouais. avec mine de rien, un très grand événement qui a été Ouais. complètement bradé ce week-end. On se dirige en Espagne et on parle de Vuelta avec le Tour d'Espagne. Comme tu l'as dit, c'était les dernières étapes de la Vuelta, le Tour d'Espagne ce week-end, et c'est finalement le grand favori danois Jonas Vingegaard qui l'a remporté. Le Portugais Joao Almeida et l'Anglais Thomas Pidcock complètent le podium. Toutefois, ce tour a été largement perturbé par des manifestations pro-palestiniennes qui protestaient justement contre la participation de l'équipe israélienne Israël Première Tech à la Vuelta. Cela a eu beaucoup de conséquences, notamment l'arrêt de certaines étapes à plusieurs kilomètres de l'arrivée, et notamment la dernière étape qui a été interrompue à 58 kilomètres de l'arrivée et sans qu'il y ait de vainqueur. Et donc ça, pour le sport, c'est assez décevant. Jonas Vingegaard a reçu son trophée sur un podium improvisé sur un parking. Ouais, l'image est presque, Ouais, on et devient folle. presque marrante. Le sportif a été embêté, mais peut-être que la symbolique, je sais pas s'il y en a un qui avait un retour à faire là-dessus, sur cet événement autant perturbé. Est-ce que ça a été judicieux de le faire jusqu'au bout, dans telles conditions, même Là, le- c'était compliqué quand même. C'est-à-dire, je dis de le faire jusqu'au bout, dans le sens où ils auraient dû arrêter la course. Non, Avant. oui, quand bien même que les manifestations aient toujours été jusqu'à carrément ne La pas dernière laisser étape. faire la dernière étape. Voilà, C'est compliqué. Après, moi, je trouve que ça handicape et ça empêche bon nombre de coureurs. Après, il y a des questions puis de c'est sponsors, dangereux. ça doit engendrer pas mal de problèmes. Les revendications sont justes, hein, mais justes, mais légitimes. est-ce que la manière d'agir est la bonne? J'en sais rien en vrai, mais ça handicape plus qu'une équipe, ça c'est sûr. Et ça doit avoir des retombées sur d'autres gens qui eux n'y sont pour rien, à mon avis. Donc c'est mitigé, quoi. Un tempérament espagnol aussi. Peut-être c'est pas le nôtre. En tout cas. Je suis d'accord, c'est un débat assez complexe à trancher. En tout cas, s'il y a une chose qui semble claire à l'issue de cette Vuelta, c'est que le sport est quelque chose d'éminemment politique. Sinon, il n'y aurait pas de manifestation sur le bord des routes. Sinon, il n'y aurait pas d'État qui investirait dans de la pub pour le tourisme ou pour leurs institutions, comme le fait Israël, comme le font les Émirats, comme le fait Bahreïn. Et donc ça, c'est une chose qui semble de plus en plus claire et il semble de plus en plus complexe et compliqué à défendre, l'idée que le sport n'est pas politique.
C'est bien vrai. Tu as toujours juste, Marc. On finira sur cette belle parole. Merci, Alexis, pour ce tour des résultats. Il est 23h20 sur Radio Campus Lille. On va marquer une très petite pause musicale. J'avais un petit peu pré-shot pour ce qui était du Real Madrid. J'avais aussi anticipé pour la Vuelta. Ça tombe bien qu'on finisse là-dessus. Je vous propose un petit peu d'Enrique Iglesias. Soubez la radio. Alors, on est quand même sur Radio Campus Lille. J'en profite. Je suis une pierre deux coups. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite du CSC. De retour en direct sur Radio Campus Lille 106,6. On se retrouve pour la suite de cette grande première du CSC, j'allais dire n'importe quoi, du CSC, du Campus Sport Club saison 5. On est déjà bien parti avec les résultats d'Alexis. On va poursuivre logiquement comme on aime le faire avec le tour de l'actu, le tour de l'info, les news tout de suite du CSC avec Baptiste. Ligue 1 plus explose, les retraites de Willem C. ou Titi, c'est tout de suite les news dans le Campus Sport Club. Un jingle là aussi one shot qui nous a livré presque toutes les infos. Merci Baptiste pour ta chronique. Tu reviens la semaine prochaine évidemment pour un nouveau jingle. C'est très rapide. Et en vrai c'est efficace. C'est efficace. C'est efficace. On n'échappe toujours pas trop à la règle pour ce soir. On essaiera de se rattraper au fur et à mesure de la saison. On va démarrer avec du football. Ouais. Baptiste. Avec du football et une bonne nouvelle qui semblait peut-être même bien inespérée avant le début du championnat. Et pourtant, c'est bel et bien la bonne nouvelle au milieu du climat morose qui pèse sur le football français. Nicolas de Tavernost, le directeur général de LFP Média, a révélé devant le conseil d'administration de la Ligue qui se tenait hier le nombre important d'adhésions à la plateforme de diffusion Ligue 1+. Selon le LFP, au 14 septembre, Ligue 1+ comptait près de 1 million d'abonnés. Ce chiffre était annoncé comme objectif pour la fin de saison, d'après ce qu'a révélé Tavernost au journal L'Équipe le 18 août. Les gars autour de la table, je voulais vous demander que pensez-vous du coup de ce résultat de Ligue 1+. Moi, je pense que de toute façon, passer après l'année dernière, on pouvait que mieux faire, quasiment. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Ça dépend en quoi, hein. En termes de tarifs. Ah oui, ok. Oui, et du coup, sinon 4 ans avant, on pouvait difficilement faire pire. Quand même. Mais en termes de tarifs et d'abonnement, ouais. Et donc là, ce qui a été proposé, c'était tout à fait raisonnable et les gens, ils sont agréablement surpris, ils s'abonnent et puis ça peut peut-être poser des bases pour les années à venir. Donc moi je trouve ça très bien, très cohérent et en plus le service proposé est quand même plutôt de qualité alors que ça vient de commencer. On a pas mal d'immersion, etc. Donc franchement je trouve ça logique et bien pour la Ligue 1. Tiens, un mini sondage entre nous, qui a pris un abonnement perso à Ligue 1+. Non. Il y a peut-être pas l'argent. Donc. Du coup personne ne vaut. Il y a encore des étudiants, ouais. C'est vrai. Ouais, non, ouais, j'en ai un avec un ami. Oui, voilà. Partage, et peut-être que vous partagez ou alors vous avez c'est ça. Ça ou la famille en tout cas. Mais ça. Peut-être quelqu'un. Non, il y a peut-être un tricheur en fait. Ok, on va pas. Je révélerai pas les infos. Ok, on dira rien. Je l'ai peut-être mis dans la sauce. On dira pas que c'est Baptiste. Baptiste, toujours dans l'actualité du football. Il y a une équipe qui s'apprête à jouer un match important cette semaine et il était temps de faire le point, notamment du côté de l'infirmerie. Et oui, on va faire le point du récent champion d'Europe, le PSG, après la sortie sur blessure du Géorgien Visca Kvaratskhelia, Kangin et du défenseur brésilien Lucas Beraldo face à Lens. On en sait plus sur leur état de forme. Du coup, avant le choc demain en LDC face à l'Atalanta Bergame, les Parisiens peuvent laisser échapper un soupir de soulagement puisque Lee Kangin et Visca Kvaratskhelia pourraient être de la partie au Parc des Princes. Le premier était présent au début de la séance ce mardi, ce qui n'était pas le cas de l'ancien napolitain qui était resté en salle. Le club se veut néanmoins optimiste, estimant que sa présence dans le groupe reste possible. Et enfin, pour le défenseur brésilien Lucas Beraldo, selon les informations du journal Le Parisien, le défenseur gaucher a passé des examens dans la soirée qui ont écarté une blessure trop grave. Victime d'une entorse à la cheville sans dommages ligamentaires, Beraldo devrait logiquement échapper à une longue indisponibilité, donc plutôt une bonne nouvelle. Mais on va dire ça pour le PSG.
Et on finit par une dernière info foot et malheureusement c'est un clap de fin pour le défenseur central français Samuel Umtiti. Le joueur de 31 ans a annoncé ce lundi sur son compte Instagram la fin de sa carrière professionnelle. 3 mois après son départ du LOSC, le champion du monde 2018 a été très handicapé par des pépins physiques au cours de ses dernières saisons. Formé à l'OL, passé par le FC Barcelone, Lecce et enfin le LOSC, l'ex-international français compte plus de 300 matchs en carrière et 31 sélections en équipe de France. On retiendra surtout son sacre en 2018 aux côtés d'autres récents retraités comme Raphaël Varane ou Steve Mandanda qui a marqué à coup sûr sa carrière. En partie blessé durant la compétition, il ne s'est jamais réellement débarrassé de ses ennuis au genou gauche par la suite, ne disputant que seulement 50 petits matchs en 4 ans avec le Barça entre 2018 et 2022. Les gars, autour de la table, que retenez-vous de la carrière de Samuel Umtiti? Ouais, et évidemment le sacre en Coupe du Monde, comme tu l'as dit, sa tête face à la Belgique au premier poteau, et puis le fait qu'il ne s'avoue jamais vaincu, qu'il aille toujours à la guerre et qui même au mépris de son genou, il a toujours été là pour l'équipe de France et il ne le regrette pas, et ça c'est magnifique. Ouais, et quelqu'un qui aura fini sa carrière au LOSC. Bon. Ouais. Peut-être un petit voilà, je sais pas comment dire finir, c'est pas bien finir, mais c'est finir quand même. Du coup, a priori, est-ce que vous avez un moment autre que cette Coupe du Monde, Marin ou Loïc, à retenir de la carrière de Samuel Umtiti? Non, c'est vraiment le sacrifice, moi je trouve, qui ressort, parce que je pense qu'il savait qu'il prenait un gros risque sur son genou. Mais sinon, en vrai, il a fait quand même 2 belles saisons avec le Barça, moi que je retiens. Particulièrement, je me souviens où il marque sur une passe D de Messi, c'était pas mal. Qui n'a pas eu une passe D de Messi? Je pense. Marin? Non, mais c'est vrai que pour moi, il aura vraiment marqué cette équipe de France de 2018. Et peut-être qu'il a laissé son genou là-bas, mais en tout cas, il sera jamais gravé dans le marbre. Et sans lui, sans sa tête, peut-être qu'on serait jamais allé en finale. Donc oui, il y a laissé sa santé, mais il sera jamais un des héros de cette équipe de France 2018. Oui, il y a des fois pas besoin de beaucoup pour rester dans les annales, ou comme au même titre que parfois même Adil Rami, qui n'a pas joué de la compétition, restera un acteur du sacre à sa manière. En tout cas, Samuel Umtiti, moi je me rappellerai d'une frappe d'un pétard dans la lucarne de Tottenham en Ligue Europa. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Samuel Umtiti. Je regardais ce match-là et j'ai vu une reprise de volée et puis avec l'angle de caméra qui nous a envoyé vraiment la trajectoire de la balle rectiligne comme ça. Et peut-être que Goloris était déjà transféré à l'époque, ou peut-être juste avant, mais du coup c'était assez fort aussi ce Lyon-Tottenham 2013 qui était à Tottenham. Ouais, je pense si c'est 2013, Lloris était censé déjà là-bas, ouais. Mais je me suis pas avancé sur l'année, hein, tu l'as bien vu, je crois que Alexis. Voilà, en tout cas, Sam, si tu veux passer dans le CSC, quelqu'un on t'embrasse. Bisous, et tu viendras, tu peux venir parler de ton genou, hein, pas de... Moi aussi j'ai eu ligament croisé, hein, j'en fais pas tout un fromage, hein. On va continuer avec le tour de l'actualité. On va parler d'équipe de France, plus du tout de football, des questions de cyclisme. Il y a une grande échéance qui arrive et on a enfin une liste. Ouais, le sélectionneur français Thomas Voeckler a annoncé lundi la sélection de l'équipe de France de cyclisme pour les championnats du monde à Kigali, au Rwanda, du 21 septembre au 28 septembre. Plusieurs surprises sont présentes dans cette liste pour la course en ligne, avec notamment la présence de l'étoile montante du cyclisme français, Paul Sexas, qui sera aligné sur le chrono, mais aussi sur la course en ligne. Il sera accompagné par des coureurs d'expérience comme le récent vainqueur du Grand Prix de Montréal et double champion du monde Julien Alaphilippe, le coéquipier de Tadej Pogačar Pavel Sivakov et le récent top 10 du dernier Tour de France Jordan Jegat. Thomas Voeckler entend jouer sur plusieurs tableaux sans leader unique comme ça avait été le cas avec Julien Alaphilippe par les années passées. Parmi le reste des coureurs sélectionnés par Voeckler, on retrouve sur la course en ligne Julien Bernard, Valentin Paré-Peintre, Louis Barré, Valentin Madouas, Bruno Armirail, champion de France du chrono, sera lui, quant à lui, du coup, aligné sur le contre-la-montre. C'est beau. C'est une belle liste. C'est quand même un très bel effectif, je trouve. Il y aura du talent. Franchement, on a une très belle équipe de France. On a quand même eu ces dernières années été assez gâtés au niveau de cette sélection-là. Forcément, évoquer le problème Tadej Pogačar, qui est la menace numéro 1. Mais à titre collectif, est-ce que vous voyez une nation avoir pareil effectif, autant de force? Moi, sur le vélo, je laisse parler Marin, moi. Non, franchement, l'équipe de France alignée, elle est très belle.
Après, il y a quelques coureurs français qui sont un peu absents de cette liste qu'on aurait pu aussi aimer voir. Ah, mais la densité. Je pense à un Romain Grégoire qui est aligné oui. plutôt sur les championnats d'Europe, ou à un Bastien Tronchon qui a été très bon toute la saison avec AG2R. Mine de rien, c'est une équipe qui est très forte, un collectif qui saura se soutenir. En plus, sur des championnats du monde où les courses sont très imprévisibles, et souvent où les bons coups peuvent partir de très loin, c'est bien d'avoir des coureurs très endurants comme des Valentin Madouas qui sont habitués à ce genre de course. Et un peu une forme d'inconnu. Au Rwanda, on est à Kigali, on est sur des hauteurs, on est dans un environnement très tropical de cette Afrique centrale. Et un dénivelé énorme, plus de 5500 mètres. Donc c'est important de ne pas tout miser sur une seule carte, et puis d'avoir des coureurs d'expérience comme Julien Lafilippe. Il a montré à Montréal d'ailleurs que il savait courir à l'instinct, partir de loin et puis au final s'imposer. Je pense que c'est le sens de la course aussi qui va permettre de piéger les meilleurs coureurs. Si un coup part à plusieurs dizaines de kilomètres de l'arrivée et que certains n'ont pas suivi, ce sera bien de mettre des cartes devant, et cette équipe de France, elle en a les capacités. Pareil, Sivakov, il avait suivi longtemps Pogačar sur les derniers championnats du monde, donc c'est pour moi une très bonne tactique de Veuclair de miser sur beaucoup d'éléments, sachant qu'en France on a des très bons talents. Je pense que c'est une bonne solution. C'est une très belle solution. Peut-être sur le chrono, on aura un peu de mal à rivaliser quand même avec les vrais spécialistes. Bah après, attention à Armirail quand même. Armirail avait encore faim, en tout cas, sur la Vuelta. Et sur le Tour de France, les deux Vuelta Tour de France, il a plutôt été pas mal, franchement. Paul Sexas, c'est pour le lancer dans le grand bain, j'ai envie de dire. C'est aussi, il a déjà montré au championnat de France, Paul Sexas, qui roulait très fort. J'étais sur place, je l'ai vu passer, je peux vous dire que... Tu l'as vu déjà? Je l'ai vu. Tu vois? Sinon, je l'ai vu. T'as pas cligné des yeux? J'ai vu une tache floue. On va finir avec les news. Baptiste aussi, du rugby, une autre retraite, décidément. Ça s'empile. Oui, une autre retraite, la deuxième, mais là c'est dans un autre registre. C'est l'ancien deuxième ligne des Bleus en rugby, auteur de 32 sélections et aussi joueur de Montpellier, Paul Willemse, qui a annoncé lundi mettre fin à sa carrière. Victime de plusieurs commotions, il n'avait pas joué depuis le 5 octobre avec son club Montpellier, son club depuis 2015. Et enfin, un dernier mot, handball féminin. Et oui, parce que là, c'est complètement autre chose. C'est un changement de brassard du côté des Bleus. Après l'annonce de la maternité d'Estelle Nzeminko, le sélectionneur Sébastien Gardillou a annoncé lundi dans un communiqué avoir choisi Grace Zadi comme nouvelle capitaine. Cette annonce intervient presque 2 mois avant le mondial, co-organisé en Allemagne et aux Pays-Bas. Merci Baptiste pour ce tour de l'actualité, les petites news qu'il ne fallait pas avoir loupé ces derniers jours. Il est temps d'aborder un autre sujet. On en revient toujours au football ce soir. En tout cas, vous avez voté. Marin, nous, on va les laisser poser, si tu veux. On va parler football pour le débat du soir. Ça va être très simple, ça va être assez concis aussi. On est sur la Ligue des Champions, on en profite. Il y a eu quelques petits matchs ce soir. Il y en a eu que 6, ça compte pas trop. On va faire comme si de rien n'était. On va un peu s'avancer sur un peu notre façon d'imaginer cette compétition, et on va centrer le débat sur le Paris Saint-Germain, évidemment, champion en mai dernier à Munich contre l'Inter Milan avec cette manita. La question est assez bête mais simple. C'est est-ce que Paris est capable et est en passe de réussir un doublé? Qui est et pour le oui ici, qui est dans l'optimisme et favorable au doublé? Loïc et Marin pardon Marin. Loïc, pourquoi toi tu... Après il y a des mais évidemment, mais, sûr, mais sur le papier ils en sont pourquoi plus que oui que non? Alors parce que leur effectif il est de qualité, il est resté de qualité, ils ont gagné avec un effectif assez jeune, ce qui est rassurant en fait. Parfois c'est des équipes qui sont à leur apogée à 28, 29 ans, mais là c'est pas le cas du PSG. Luis Enrique, il a eu plus ou moins ce qu'il voulait cet été, et moi franchement je pense qu'il faut lui faire confiance, il nous l'a prouvé. Et puis bon, après, il y a des mais, bien sûr, ils vont être plus attendus, et il y a ce problème physique, notamment dû à la Coupe du Monde des clubs, qui commence déjà à se faire ressentir, mais de toute façon, s'ils font pas une très bonne phase de poule, on sait que ça peut quand même leur réussir derrière, donc ils vont être attendus. C'est bien sûr dur de se prononcer maintenant, mais si eux, les champions en titre, avec une équipe rodée comme ils sont et un effectif tel qu'ils ont, pourquoi
si eux ne peuvent pas le faire, qui va vraiment pouvoir le faire? Et puis je suis pas inquiet que s'il y a des grosses lacunes, Nasser et compagnie fassent un gros mercato en janvier, viennent combler deux trois trous. Donc non, moi je pense que ils ont leur chance, ouais, ils peuvent le refaire, et en tout cas même s'il y a d'autres équipes, bien sûr, ça reste la Champions League. Bien sûr. Marin, tu as un truc à ajouter à ces arguments? Ouais, moi je suis d'accord avec Loïc. L'effectif du PSG la saison dernière, il a marché à la perfection. Et je trouve que le mercato du PSG cet été, il est très intelligent. On n'a pas remanié toute l'équipe, on n'a pas acheté des grandes stars à coups de millions. On a gardé un groupe qui fonctionnait bien et on l'a consolidé avec, je trouve, des choix intelligents. Et véritablement 3 grosses recrues. Ouais. Si je dis pas, mais qui viennent aussi combler d'une forme de départ. On a l'échange un peu Chevalier Donnarumma. Ça, je trouve que c'est plutôt intelligent parce que Chevalier, il a une bonne relance au pied aussi. Et ça, c'est un plus pour un collectif comme le PSG. Zabarni qui va bien renforcer la défense centrale et mettre de la profondeur dans cet effectif. Oui, parce qu'on était un peu à court aussi de solutions sur le banc à Paris. Ouais, à ce poste-là, en tout cas. Puis au-delà de ça, Enrique voulait un gardien avec un meilleur jeu au pied qui lui correspondait le mieux, etc. Il a eu ce qu'il voulait. Donc franchement... Donc ça a été bien joué. Moi, je souligne, est-ce que peut-être j'ai avoir Baptiste et Alexis dans ma poche pour ce qui est du contre. On est déjà sur quelque chose qui statistiquement en Ligue des Champions depuis l'ère Ligue des Champions n'a été fait qu'une seule fois. On parle d'un triplé du Real Madrid avec une ère un peu à part, avec des matchs un peu à part, sortis nulle part aussi au Bernabéu. Il faut de ça. Là, on est aussi sur une nouvelle formule. Je trouve que l'effectif du PSG c'est pas forcément plus renforcés, ils ont peut-être juste comblé les trous à venir. Ce qu'ils auraient peut-être pas dû, parce qu'on voit les blessés qui arrivent, on voit aussi des joueurs qui n'ont pas forcément un temps de jeu exceptionnel, Kanguinli, Gonzalo Ramos, qui sont du coup certainement des joueurs qui vont avoir plus de temps de jeu. Il va falloir qu'ils prouvent. Est-ce qu'ils n'ont pas un petit temps de retard sur ça? Malheureusement, j'ai un peu suivi le match PSG Lens ce week-end et je trouve que Gonzalo Ramos, malheureusement, c'est pas au niveau qu'on attend à l'heure actuelle. Je reprends le dernier argument de Loïc. Alors peut-être qu'ils ont une profondeur d'effectif qui est énorme, mais si avec l'accumulation de matchs qu'il y a eu l'année dernière, si ça continue à s'enchaîner au niveau des blessures, ils vont se retrouver avec 5 joueurs de champ. Par exemple, j'abuse, mais je trouve toujours pas de solution à Hakimi et Nuno Mendes. Si les deux sont blessés, pour moi ta défense elle est complètement déséquilibrée. Nuno Mendes à la rigueur, tu peux penser à Lucas Hernandez qui peut dépasser. C'est pas la solution. Dans le jeu que prône le Paris Saint-Germain, tu perds énormément. Oui, tu perds énormément, mais ça va dépanner. Voilà. À droite, Hakimi. Déjà, il va partir pour la CAN aussi, il faut pas l'oublier. Il y a la CAN qui va jouer en décembre, janvier. Mayolo, non? Encore que c'est la fenêtre peut-être la plus cool qu'ils aient. Oui, pour la CAN. Pour la Ligue 1, ils ont pas besoin d'Hakimi en tant que latéral. Mais on va parler aussi de match en plus, effectivement, pour Achraf. S'il est pas du tout soulagé sur les 4 premiers mois de compétition, il risque de payer cher. Il y a peut-être aussi, je disais, cette formule très longue. Alors, à savoir aussi que c'est une autre question que j'ai dans ce débat, on s'avance un peu aussi côté pronostic. Opta qui avance que Paris va pouvoir finir cette année dans le top 8. On parle d'un top 8 qui serait dans l'ordre Liverpool, Arsenal, Manchester City, Barcelone, Paris Saint-Germain 5e a priori, Chelsea, Real Madrid, Bayern. À finir dans le top 8, c'est déjà s'éviter 2 matchs de plus que l'an dernier, qui était contre Brest. C'est quand même des matchs de mise en compte. Est-ce que vous voyez déjà le Paris Saint-Germain finir dans ce top 8? Alors, attention, on a bien vu l'année dernière, ça a été compliqué pour aller chercher le top 8. Alors, peut-être que cette année, ils vont revenir avec... l'effectif est le même, presque le même du coup que l'année dernière, donc les automatismes sont les mêmes. Donc peut-être qu'il y aura pas d'adaptation oui, c'est à faire du coup, mais on sait qu'avec le Paris Saint-Germain, on peut, même s'ils ont gagné la Coupe d'Europe, on peut s'attendre quand même à des flops et ça peut arriver que à tout moment, ça peut arriver qu'ils soient dans le top 24 et qui n'arrivent pas du tout dans le top 8, sachant qu'il y a de la concurrence cette année aussi. On peut facilement échouer à la 9e ou la 10e place avec 15 points. Il y a des grosses équipes, il y a tellement une densité cette année, surtout je pense au championnat d'Angleterre avec des recrues qui ont été énormes. Liverpool qui a fait des dépenses astronomiques, là c'est même plus se renforcer, c'est voilà. Mercato anglais, c'est n'importe quoi. Mais le mercato anglais, ils font ça entre eux, donc ils font quelques années que c'est n'importe quoi. Ouais, mais donc
je pense que là, il y a une autre sphère entre ça et le Paris Saint-Germain, donc attention à ça. Puis au-delà de ça, je pense que ce qui peut désavantager le Paris Saint-Germain, c'est son tirage qui est pas évident. Mais Petit rappel, donc l'Atalanta à venir cette semaine à domicile. Ils auront aussi plus tard, toujours au Parc des Princes, Bayern Munich, Tottenham, Newcastle. C'est quand même du costaud. Et pour ce qui est des matchs à l'extérieur, c'est à Barcelone, à Leverkusen, à Bilbao et au Sporting. Ah là, ils ont tiré le pire tirage. Ils ont un des pires tirages. Ce qui était annoncé, je crois, en plus. Que des clubs du Big Five, comme on dit, et le champion du Portugal. Alors, dans des effectifs, on parle de Sporting, on parle de Leverkusen, qui ont quand même pris un sacré coup aussi au mercato. Il faut aussi reconstruire. Il y a peut-être aussi, on parlait d'automatisme. On parle de jeunes de 20 ans, João Neves, Désiré Doué, qui sont maintenant des joueurs qui, avec Barcola, c'est des joueurs qui se connaissent, ils savent comment fonctionne le jeu. Il y a aucun souci là-dessus. Après, aller marquer assez de points pour finir top 8 avec un calendrier pareil, c'est compliqué. C'est que Paris tient son rang. Il y a autant de blessures aussi. Parce que là, il leur manque quand même Doué, Dembélé, c'est pas évident. Mais... Non, c'est pas évident du tout. Et donc pour ce pari-là, il y en a un qui le voit vraiment pas finir top 8. Moi, non. T'as le droit. Non, moi, je les vois pas finir. Lance non plus, finira pas top 8. Non, mais je sais, mais de toute façon, ça, j'espère, mais de Ligue 1, même. Est-ce qu'ils finiront top 8 de Ligue 1? Ça, c'est un autre sujet, on en reviendra dans un autre débat. Il y aura toute la saison pour le. Non, mais moi, je pense que, comme tu l'as dit, en fait, moi, c'est le calendrier et le fait aussi qu'il y a eu de nombreux blessés ces derniers matchs. Pour moi, ça peut être un frein au parcours du PSG. Attention, en plus, ils se déplacent au Camp Nou. C'est pas au Parc des Princes qu'ils vont aller affronter le Barça. Et ça, pour moi, c'est un gros désavantage. Ça peut même marquer un tournant de cette phase de Ligue des Champions, selon moi. Très bien. Je finirai le débat en parlant du PSG. Est-ce que Monaco ou Marseille, vous voyez l'un de ces deux clubs passer aussi cette phase de Ligue? Monaco sera pour moi facilement dans le top 24 et ils ont des adversaires assez faibles, Bodo Glimt, le Paphos FC à Chypre pardon, et Marseille ça risque d'être un peu plus compliqué, mais moi j'ai bien aimé la performance de Marseille ce soir. C'est un beau match. J'ai vu ce soir, c'est une équipe qui a le niveau de finir dans le top 24 avec son mercato. Franchement, il y aurait eu, je sais pas, contre le cours du jeu, ce 2-0 en début de match sur Marseille. T'aurais pu te dire, ils sont peut-être dans une vibe lilloise de l'an passé. Le gars qui n'a rien à perdre, mais au vu du calendrier, en fait, j'ai surtout la crainte de savoir si Marseille va assurer à domicile. Ils sont capables d'être catastrophiques à domicile. Donc, alors que il y a plus de points à les prendre à l'extérieur, vu les adversaires. Moi, j'ai un pressentiment, Adrien, c'est que Marseille, je sens, va flop. Flop, ouais. Ils sont annoncés 30e. Mais je pense que ça sera leur classement révélateur. Même si ce soir, faut l'avouer, ils ont fait un très très beau match et voilà. Pour moi, ça reflète pas le score, mais non. Mais voilà. T'as Rouli aussi qui fait un très très gros match et pour ça aussi. S'ils ont pu Rouli, c'est fini. Rouli a sauvé pas mal de buts. Honnêtement. Oui, il y a eu 10 arrêts. Même Balerdi. Balerdi a été costaud. On critiquait souvent Balerdi. On peut rester optimiste, mais pour Marseille, moins de chance que Monaco en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça sera le mot de la fin pour ce petit débat. On se donne 2 petites minutes de respiration musicale. Parler de Paris, je suis allé remonter à notre ami Jacques Dutronc. Il est 5h, Paris s'éveille. Ça fait plaisir. Oui, on apprend comme ça ici. C'est énorme. J'adore. Jacques Dutronc, c'est très très fort. J'adore. Et on se retrouve juste après. Il y a quelques questions concoctées par Loïc et l'agenda sportif demain. Non, tu t'es trompé, Jacques. Il est 23h, bientôt 49 sur Radio Campus Lille 106,6. On revient en direct dans le CSC de cette merveilleuse saison 5 qui démarre vraiment à fond les ballons. On va avoir un petit moment jeu dans un instant. Je sais même pas si je vais te mettre un petit son, histoire de... Si, je vais te faire un petit son. Pour le quiz de Loïc. Oui, je dis quiz. Je sais que des fois, ça peut faire tilt aux gens. Voilà, désolé. Avec des petites questions pour revenir sur l'été. Et oui. Et qui l'aurait dit, mais je ne commence pas, moi, par du foot. Donc, première question. Bravo. Première question. Fayot, mais bravo. Première question, c'est... Non, pas Fayot. Première question, c'est du canoë.
Un champion Merci. olympique a disputé la Coupe du Monde de slalom là très récemment. Il a gagné. Mais est-ce que déjà quelqu'un est capable de me dire qui c'est? Nicolas Et, Gestin. Ouais. Et où avait lieu cette Coupe du Monde? Alors là, ok, ouais. Ok, bon, Allez, c'était à merci, Tacène Loïc. en Slovénie. On va quand même compter un point. Demi. Non, un point parce que là les autres étaient. Moi, j'espère au moins avoir un point. Un point pour Adrien. Merci. C'est du coup ce qu'il annonce grand favori pour début octobre pour les championnats du monde cette fois-ci. Ah, là, le- ça, là, on en parlera. Le 27 juillet 2025 se déroulait la finale de l'Euro féminin de foot. Qui l'a remporté? C'est L'Angleterre. Ouais, ça Angleterre, fait un je point dis pour- n'importe quoi. Ça fait un point pour Oh là là. pour Alexis. Et qui était finaliste? L'Espagne. Espagne. Ok, bon, bah là, Accorde-le-moi, s'il te plaît. Bon, bah, c'était il y a 3 ans déjà que l'Angleterre avait gagné aussi l'Euro et puis là ils l'ont regagné. Question de rapidité, je pense là parce Ouais. que on a des clients. Combienième a fini Kevin Vauclin en classement général du Tour de France? 7e. C'est 7e. Marin, alors là je suis déçu. J'aurais dit 8e aussi, mais tu sais, sur les derniers jours, il y Alexis a avait... 2 non, points. c'est- Avec et Félix Gall, on savait plus Adrien, trop. un point, et puis c'est tout pour l'instant. Et puis, Alexis, pour l'instant, qui mène. Tout actu chaude, la France affronte demain en Coupe du Monde de rugby féminin l'Angleterre en demi-finale, mais alors contre qui on a gagné en quart de finale? Irlande. Ah, Marin qui se Ça reprend. va. Ah non, je mais... peux même plus répondre, là, c'est. Ah oui, mais attends, Ça va puis trop vite, en ouais. plus, il vend un quiz sur tout ce qui s'est passé dans Ouais. l'été. Il te fait une Ouais. question d'actu. Bah, et- on est... Eh ben, On est dans l'actu. Ouais. mais non, mais... J'ai prévenu actu chaude. Ah bon? Ah non, Juste là, avant la il- question là. Ah oui, Mais- mais du coup, je pensais que le quiz allait être orienté sur ça s'est passé cet été. Non, non, mais je suis là Ah pour oui, vous choquer, moi. oui, donc en fait, il me vend un projet, puis après, il change Non, les non, règles. non, qui a remporté Bravo du l'Euro projet. masculin en basket? L'Allemagne. L'Allemagne. Ouais, il est plus Ah rapide. bah alors, là-bas. Et Alexis, Alexis, ça, il ça, a ça, déjà ça, 3 c'est points, les les gars, s'il résultats. vous plaît, réveillez-vous. Et à quelle place a terminé la Grèce portée par Troisième. un Waouh, Médaille de Adrien qui bronze. se réveille Voilà. direct. Et donc Alexis est à 3 et Adrien à 2. Les autres, je crois que j'ai pas besoin de dire votre score. Parce que c'est Si, pas- à la c'est- Baptiste a un Bon, petit bah, point. Si, j'ai Baptiste a un petit point et Marin aussi. Non, Baptiste ah t'as oui. pas de point Mais d'ailleurs. si, j'ai un point, j'ai dit il a pris un Espagne. point. Il a pris un Ah, point. J'ai dit Espagne. Toto. S'il te plaît, un demi-point, s'il te Et donc plaît. la France, pour info, a perdu un 80-70 contre la Géorgie en 8e de finale, comme l'a annoncé tout à l'heure Alexis. Quel record vieux de plus de 20 ans a battu Tadej Pogacar sur le Tour de France cet été? Ah, Cumuler les 3 maillots. Non. Indice, c'est sur une ascension, quoi, en gros. ah oui, c'est la montée de Ventoux, du non. Ventoux. Ouais. Oh, je l'ai dit. J'ai dit avant, non, il il est est pour pour moi. Baptiste. T'as juste dit Ventoux. Ah ça oui, veut bah rien- avant tout, ça veut bah. rien dire. Mais si, la Ça montée du Mont Ouais, je Ventoux, l'accorde à là, Baptiste. Merci. Merci. Merci, Et monsieur est-ce que l'arbitre. quelqu'un a... Bon, non, là, c'est pas très Le vainqueur. Je veux le chiffre exact et Oh le là nom là. en foot qui a été le plus gros transfert de l'été. Le plus gros transfert. Alexander Isaac pour 150 millions d'euros. 145 millions. 140. 135. Allez, ça va pour Marin, c'est 144 millions d'euros. Marin qui a 2. Donc un petit point classement. Adrien 2 points, Baptiste 2 points, Marin 2 points et Alexis 3 points. Top 3 des clubs les plus dépensés cet été en foot. Liverpool, Arsenal. City. Non. Alors, Liverpool, Arsenal. Non. Arsenal est 3e. Hein. United. Non. Le deuxième, Pourtant, avec les transferts de fou, Attends. United. celui qui trouve le deuxième prend le point du coup. Bayern. Non. Ah non, bah, bon, Barça. le Real, c'est pas la politique, Non. mais Je tu aurais pu. Oui. Tottenham. Tottenham. Non, non, non. C'est en Angleterre? Ouais. Quand même. Oui. Newcastle. Sunderland. Non. Oh. J'aurais tenté. Allez, les gars, quand même. Chelsea. Ouais. Ah là là. Et Je pensais qu'il C'est avait ce été qui dit. manquait. Je pensais qu'il avait été dit là-bas. Et dans le top 10 des plus gros clubs les plus dépensiers cet été, il y en a un seul qui est pas issu de la première ligue. Est-ce que vous savez lequel? Indice, je pense que c'est un peu un piège quand même. Et tout à l'heure, Adrien a parlé de ce club d'ailleurs. Ça doit être Al-Ali ou un truc comme ça, non? Non, 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 non. Marseille. C'est en Europe. En Europe. C'est Marseille. Le Real. C'est Un le club en bluff. pleine reconstruction, Ah, le Bayer Leverkusen. ouais, qui a dépensé Eh oui, oui. 198,15 millions. Mais il est- J'aurais il pas est dit chaud. moi comme ça. Je te propose petit, une petite dernière. petit moment nardiste, c'est la dernière. Super. Quelle recrue vient d'enregistrer Boulogne-sur-Mer? Jonas Martin. Capuano. Ouais, c'est Oh pour, non. c'est pour Adrien. Classement final. Ouais. Adrien qui passe deuxième Oh là là. égalité avec Marin et Alexis premier avec 4 points. Baptiste bon dernier. Ah bah comme d'hab, de toute façon. Let's go. Ça changera pas. Let's Voilà. go. C'est ça, c'est beau. Merci, Merci, Loïc. Loïc. Avec plaisir.
qui m'a un peu menti sur le sujet, mais c'est pas grave. Merci Loïc. J'ai eu qu'une question qui était hors sujet. C'était un petit bonus. On en parlera après. Bon, allez, on va pouvoir passer les 5 dernières minutes avec la dernière chronique de ce soir. Et oui, c'est déjà bientôt la fin. Les immanquables tout de suite dans le Campus Sport Club. Vous voulez vibrer cette semaine? Alors tendez l'oreille. Les prochains grands rendez-vous sportifs sont à retrouver dans les immanquables du CSC. Et on ne va, là aussi, pas parler de football, pas tout de suite. Eh oui, bien sûr, on va commencer par parler d'athlétisme. Eh oui. Puisque les mondiaux continuent jusqu'à dimanche avec demain la finale du concours de perche féminin où la française Marie-Julie Bonin, championne du monde en salle cette année à Nankin, concourra à partir de 13h10. Alors que jeudi sera le théâtre des finales du 400 mètres hommes et femmes, vendredi se dérouleront les finales du triple saut masculin où on peut espérer voir figurer Thomas Gogua, médaillé de bronze au championnat d'Europe 2024, ainsi que celle du 200 mètres hommes et femmes. Côté français, on pourrait compter sur Ryan Zézé et sa compatriote Hélène Parisot, vice-championne d'Europe 2024. En ce qui concerne le week-end, samedi, vous pourrez assister à la finale du 800 mètres hommes dès 15h22, où on pourrait bien voir performer les Français Gabriel Tual et Yanis Méziane, qualifiés pour la demi-finale jeudi. Enfin, dimanche, pour clôturer cette semaine exceptionnelle d'athlétisme, se dérouleront les dernières épreuves de demi-fond avec le 5000 mètres hommes où on espère voir Jimmy Gressier aux avant-postes dans une de ses distances favorites et une épreuve qui devrait plaire à Jimmy pour clôturer les mondiaux avec le décathlon à partir de 15h. La race, il faut la voir. Et toutes les épreuves seront à suivre en intégralité sur France TV et Eurosport. Bon, allez, un peu de football quand même. Un peu de foot, évidemment, avec la Ligue des Champions qui se poursuit demain jeudi avec 6 matchs proposés chaque soir. En ce qui concerne les plus belles affiches, on assistera demain au choc Liverpool-Atlético Madrid, mais également Bayern-Chelsea et bien sûr à l'entrée en lice du vainqueur sortant, le PSG qui affrontera l'Atalanta Bergame. Coup d'envoi à suivre pour ces 3 matchs demain 21h sur Canal+. Jeudi, la compétition se poursuivra avec l'entrée en lice de d'autres grands clubs européens. Barcelone ira défier Newcastle et Manchester City sera opposé au Napoli. L'occasion pour Kevin De Bruyne d'affronter ses anciens coéquipiers. Monaco, 3e club français concourant en C1, se rendra quant à lui à Bruges, rencontre diffusée jeudi à 18h45 sur Canal+ Foot. Rapidement, un petit mot de Ligue 1 concernant les clubs nordistes. Le week-end s'annonce bouillant en perspective avec le derby du Nord Lille-Nantes samedi à 21h05. Week-end de derby en cette 5e journée de Ligue 1 puisque se jouera également samedi prochain le premier match du derby breton entre Nantes et Rennes à 17h. Et si ce n'est pas un derby qui conclura ce week-end de Ligue 1, c'est le Classico Paris-Marseille, dimanche à 20h45. Avec les blessures de Dembélé et Doué, les Marseillais veulent croire en leur chance, eux qui ont perdu les 2 Classicos la saison dernière, respectivement 3-1 et 3-0. Les matchs seront à retrouver en exclusivité sur Ligue 1+. C'est pas cool de rappeler les défaites, mais bon. Ouais, mais ça existe. Mais c'est la dure réalité. On en parlait, on en a pas mal parlé pendant l'émission. On a une demi-finale peut-être historique en jeu. Eh oui, les demi-finales de la Coupe du Monde de rugby féminin se dérouleront vendredi et samedi avec 2 gros chocs en perspective. Tout d'abord, les Néo-Zélandaises championnes du monde en titre affronteront les Canadiennes, 2e nation au classement mondial, vendredi à 20h sur France Télé. Et samedi après-midi, les Françaises auront quant à elles la lourde tâche de venir à bout des Anglaises invaincues depuis la finale de la Coupe du Monde 2022 face à la Nouvelle-Zélande, on l'a dit. Les Bleus, battus en août dernier, devront à tout prix conjurer le mauvais sort si elles veulent accéder à la finale pour la première fois de leur histoire. Le match sera diffusé à 16h30 sur TF1. Notez bien, parce que même la Ligue nationale de rugby a décalé tout le top 14. Donc c'est vraiment très important. Bruno et Paul. Et oui, en cyclisme, les championnats du monde débutent le dimanche prochain avec l'épreuve du contre-la-montre individuel. Côté français, Paul Sexas et Bruno Armirail seront alignés. Chez les femmes, on pourra compter sur Cédrine Kerbaol, la championne de France en titre, ainsi que sur Juliette Labousse. L'épreuve est prévue en intégralité sur France 3 et France TV à partir de 10h10. Et enfin... Ça va vrombir. Pour les passionnés de sport automobile, la F1 continue ce week-end avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Pour rappel, Piastri est leader avec 324 points devant Norris et Verstappen. McLaren est quant à elle la première du classement constructeur avec 617 points. Si l'un des pilotes de l'écurie britannique remporte la victoire et que son coéquipier monte sur le podium, McLaren est mathématiquement assuré de remporter le championnat constructeur. Ouais. Le GP est à retrouver en intégralité sur Canal+, avec les essais libres vendredi, les qualifs samedi entre 14 et 15h et la course bien sûr dimanche à 13h. Oh, c'est beau. Merci Marin pour ces immanquables. Illico presto, emballé, c'est pesé. Et nous, on va pouvoir finir en toute décontraction cette première de la saison 5. Ça a été pour vous? Ouais, nickel. Hein. Ouais, c'était super. Ça va. Plaisir. Comme une première. Ouais, Loïc, satisfait de notre réactivité? Magnifique. T'as retrouvé ta voix aussi ou... Ouais, elle est revenue là. Tout va bien alors. Merci Marin, merci Alexis pour les résultats, Baptiste aux news, Loïc pour ce petit jeu.
Moi, je vous dis hâte d'être déjà la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Campus Sport Club. On aura pas de Ligue des Champions, c'est déjà ça. On peut pas. Mais il y aura peut-être un peu de Ligue Europa à aborder. On verra. Voilà, tout à fait. Et évidemment, du cyclisme. Tout ce qui a été abordé par Marin. Et oui, on n'oublie pas. Mais tout ce qui a été abordé, bien sûr. Et peut-être une deuxième médaille d'or pour Jimmy Gressier. Voilà. Bisous le boulonnais. Nous, on se dit à la semaine prochaine.